Bonjour, nous sommes vendredi le 22 mars 2013 et ici à Bruxelles, les températures sont toujours de 8 à 10 degrés sous les moyennes saisonnières. Vous vous souvenez peut-être d'un billet que j'avais écrit, je ne sais pas, c'était il y a 2 ans, je dirais, à vue de nez. C'était à propos d'un monsieur qui m'avait écrit. Il m'avait écrit une lettre assez émouvante où il parlait de la situation dans laquelle nous étions et il terminait en disant: que vont devenir mes petits, et je m'attendais à ce qu'ils disent mes petits enfants, et il avait dit mes petites économies. Et j'en avais fait un billet parce que j'avais été à ce point surpris que dans la situation que ce monsieur avait décrite et où la solution pour moi ne peut consister que dans un effort général, un effort que nous faisons tous ensemble pour essayer de résoudre ces situations, cette personne m'avait parlé m'avait exprimé son souci, non pas pour les générations suivantes, mais pour ses petites économies. Et je recevais, bon, beaucoup à l'époque, les gens se sont découragés, heureusement, de m'envoyer ce genre de message. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des maisons? Est-ce qu'il vaut mieux acheter de l'or? Est-ce que, je sais bien, monsieur, que vous ne donnez pas ce genre de conseils, mais à moi, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas quand même me dire si le meilleur placement, etc. Et donc des gens qui vous abordaient, qui vous écrivaient des choses pour vous poser des questions de démerde individuelle. Voilà, voilà. Je vais suivre mon propre intérêt, je vais m'occuper de mes propres affaires. Et dans le meilleur des cas, ça s'étendait un tout petit peu à la sphère de leur famille, leur famille le plus proche. Certainement pas les cousins plus éloignés, certainement pas les amis et connaissances. Et voilà, et vous vous souvenez sans doute, il n'y a pas tellement longtemps, vous ne pouviez pas ouvrir quelque chose sur l'internet sans qu'on vous proposait d'aller acheter de l'or et des pièces d'or et mettre ceci, cela. Et donc, je dirais ces gens-là, auxquels je m'étais adressé aussi dans une petite note qui doit toujours être là en haut du blog, disant avis aux investisseurs, c'est pas à vous que je m'adresse, c'est pas à vous que les billets invités de mes invités s'adressent non plus. Nous travaillons à des solutions collectives, à des solutions dans une perspective de solidarité, d'altruisme, et pas pour essayer de résoudre chacun dans son coin dans une perspective que je dirais à la Robinson Crusoe ou, dans le pire des cas, à la Mad Max, que nous travaillons. Et alors, c'est tous ces braves gens qui travaillaient comme ça sur leurs économies, qui pensaient qu'à ça. Eh bien, la semaine dernière, quelque chose s'est passé qui, j'espère, va les faire venir dans notre camp, c'est-à-dire à réfléchir aux solutions collectives aux problèmes qui se posent à nous. Parce que ces gens-là, si on avait voulu qu'ils se rallient au type de préoccupation que nous développons ici, on n'aurait pas pu inventer la meilleure solution qu'on a trouvée. C'est-à-dire que, je vous le rappelle, si jamais vous ne lisez pas les journaux, vous ne regardez pas la télé, vous n'écoutez pas la radio, vous ne savez pas qu'à Nicosie, et à Chypre, dans l'île en particulier, je veux dire tout entière, la Troïka, Banque centrale européenne, Commission européenne et Fonds monétaire international, ont trouvé comme solution au problème de l'île qu'on allait simplement ponctionner des sommes sur les comptes en banque des gens qui ont des comptes en banque dans l'île de Chypre. Voilà. Alors, on a toujours dit aux gens, dans les banques, votre argent est en sécurité. Récemment, on leur a rappelé que il y avait une limite et que la limite dans le cas de la zone européenne, c'était de 100 000 euros. On leur a dit, c'est bien d'épargner, c'est bien de mettre de l'argent sur des comptes en banque, vous pouvez spéculer ici ou là, mais ce n'est pas si bien, etc. Et voilà que, dans la mesure qui a été proposée, je vous rappelle les chiffres à l'origine, on ne parle plus de ce type d'approche maintenant, mais le mal est fait. Rappelons les chiffres. Taxe de 6,75% sur les comptes d'un montant moins élevé que 100 000 euros. Et je ne sais plus si c'est sur la totalité des comptes qui dépassent 100 000 euros ou bien si c'est sur la partie qui dépasse 100 000 euros, mais une taxe de 9,9%.
dont le taux relativement arbitraire, comme vous devinez, avait été défini par le président de la République chypriote, Monsieur Anastasides, en disant ça ne peut pas être de 10%, sinon ces fonds qui sont placés chez nous, parce que nous sommes un paradis fiscal, vont s'évaporer, donc on ne peut pas le faire. Et voilà, on avait brisé ce tabou que les petits épargnants sont protégés, que le système les protège. La mesure existe toujours, en principe. Maintenant, on est obligé de dire en principe de protéger les 100 000 euros qui sont les premiers 100 000 euros sur des comptes. On est obligé de dire en principe, puisqu'on voit bien qu'ils ont envisagé de les ponctionner d'une manière ou d'une autre, que de la manière dont ils auraient défini. Quand je dis eux, eh bien c'est effectivement la Troïka. Alors je sais, oui, j'en ai parlé d'ailleurs, il y a des dissensions dans cette Troïka. Il y a d'un côté le Fonds monétaire international, plus l'Allemagne, plus la Banque centrale européenne, et de l'autre côté, il y a la Commission européenne, qui, elle, n'était pas très chaude pour cette ponction sur les comptes. Les autres en avaient accepté le principe. Hier, il y avait un débat à la VUB, il y avait une table ronde à 16h30, à laquelle participait entre autres Bruno Coleman, l'économiste belge avec qui j'ai récemment co-signé une tribune libre dans la Libre Belgique, qui est un journal, un quotidien belge. Et il présentait les choses en disant, bon, il disait comment peut-on imaginer que les gens soient aussi stupides. Il parlait des dirigeants, des représentants de la Troïka et les gens qui représentent les autorités européennes. Comment peuvent-ils être aussi stupides de déclarer comme cela la guerre aux épargnants, les épargnants qui jusqu'ici étaient dans leur camp, parce que les épargnants, dans leur grande naïveté, croyaient que ces autorités les soutenaient et feraient tout pour les protéger jusqu'au bout. Alors, de la manière dont Bruno avait présenté ces choses, ça paraissait un petit peu comme si cette solution avait été improvisée peut-être par des gens fatigués à Nicosie au milieu de la nuit, ne sachant plus quoi inventer, disant bon, on va faire ça. Et à ce moment-là, je lui ai, excusez-moi, rappelé quand même que ça fait plusieurs mois que le Fonds monétaire international préconise cela comme une solution. Donc, il y a peut-être eu renversement d'alliance, oui, c'est bien possible, j'y ai fait allusion, mais il n'y a pas eu improvisation. C'est une solution qui avait été envisagée, qui avait été prônée, qui avait été préconisée par le Fonds monétaire international. Et celui-ci est un récidiviste dans ce type de politique. Ça fait plus de 60 ans qu'il a été, depuis qu'il a été créé en fait, avec son comparse la Banque mondiale, qui propose des mesures de ce type-là. Ils ont, comment dire, à leur actif, ou plutôt à leur passif, des politiques qu'ils ont imposées en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Russie. Des politiques qui ont conduit à faire baisser le niveau d'éducation et d'instruction dans ces pays-là, qui ont contribué à faire baisser l'espérance de vie dans ces pays-là. Alors, il n'en est pas un premier, c'est pas son premier coup, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a à son actif un très lourd passif, le Fonds monétaire international, un très très lourd passif. C'est l'OCDE récemment qui a proposé aussi pour la France qu'on coupe de manière, comment dire, guillerette et massive dans tout le système de protection sociale, dans tout le système de prévention, et ainsi de suite. Ces gens-là continuent, ils continuent. Le démenti par les faits, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Hier matin, j'ai été interviewé par un journaliste dans c'est pas un café, il s'appelle café, mais c'est pas vraiment un café, c'est un tea room, voilà, un tea room. Et ce journaliste m'interrogeait, et à côté il y avait deux dames. Il y avait deux dames, et d'après ce qu'elles regardaient, elles regardaient des documents qui prouvaient qu'elles étaient des professionnels, je dirais, probablement à très haut niveau dans leur secteur. Et à un moment donné, il y a une des deux dames qui n'a pas pu s'empêcher
d'écouter ce qu'on disait. Elle écoutait, et à un moment donné, elle s'est commencé à hocher la tête, et puis elle a continué de hocher la tête à la plupart des choses que je disais, si bien que bon, il devenait inévitable de la mêler, au moins provisoirement, à la conversation. Et alors elle a dit, voilà. Elle en avait gros sur la patate, comme on dit. Elle a dit, j'ai regardé hier soir Inside Job à la télévision, et quand je vous ai entendu parler de ça, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter, et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que tout ça va mal finir, que tout ça, ce n'est pas possible quand on entend l'arrogance de ces gens-là, dans la manière dont ils sont imbus d'eux-mêmes, dont ils sont convaincus d'avoir raison, dont ils sont fiers qu'on les paye autant qu'ils sont payés parce qu'ils imaginent que ça reflète effectivement un talent qu'ils auraient, etc. Et je vois bien que le journaliste se disait, le temps passe et moi j'ai des questions à poser. Moi je ne voulais pas, interrompre cette dame. Et elle a terminé en disant, mais à quelle époque vivons-nous? Quels sont les temps dans lesquels nous vivons? Et c'est un peu en pensant à elle que j'ai fait un petit message hier où simplement j'ai mis des chansons d'espoir. J'ai mis des chansons d'espoir à la pensée que on entre dans une période où on en aura bien besoin de l'espoir et de l'espérance, parce que ça se présente mal, parce que justement cette arrogance, c'est ce culot de ces gens qui disent on va l'épuiser dans les comptes courants des gens, dans les banques. Alors ils ont beau répéter que c'est exceptionnel, qu'on ne pourra pas faire autrement, que seule la Grèce fera jamais défaut sur sa dette et blablabla, etc. Mais ils n'hésitent pas une seconde. Et quand on parle du Fonds monétaire international, ça fait pas mal de temps, effectivement, qu'il explique que c'est ça qu'il faudrait faire et qu'il ne faut pas trop se préoccuper du reste. C'est le réalisme en économie. Vous vous souvenez sans doute, c'est John Maynard Keynes qui a dit que on pourrait trouver des solutions que quand on arrêterait de penser en termes de réalisme. Que si on pensait en termes purement économiques, on ne poserait jamais la question du plein emploi. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Et c'est pour ça qu'il était davantage un philosophe ou un homme politique qu'un économiste. Ce qu'il fallait faire, c'était s'en foutre de cette logique économique. Il fallait mettre le plein emploi au centre, et à partir de là, on pourrait peut-être éviter. Et le communisme, qu'il connaissait bien parce que sa femme était russe et qu'il avait visité l'Union soviétique, et le nazisme et les autres types de fascisme qu'il y avait à côté. Que si on voulait éviter ça, et je vous rappelle, parce que j'en ai parlé récemment dans un billet, que c'était un monsieur qui était un socialiste et que dans la dernière partie de son livre sur la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, publié en 1936, ce dernier chapitre, c'est une recette comment passer au socialisme. Et c'est Dostahler qui rappelait que dans une réunion du Parti travailliste, un jour, John Maynard Keynes, qui était membre du Parti libéral, était sorti en claquant la porte et en disant à quelqu'un, il n'y arrivait qu'un socialiste dans la chambre, dans la salle, et c'était moi. Et donc cette dame termine son interruption de notre conversation en disant, mais à quelle époque vivons-nous? Et je lui dis, madame, moi j'ai le sentiment qu'au mois de mars, au mois d'avril 1789, en France, il y avait des gens comme ça, qui entendaient des conversations, et qui ne pouvaient pas s'empêcher de dire ce qu'ils avaient sur le cœur, d'intervenir dans cette conversation, et de dire, trop, c'est trop. Parce qu'il n'y a pas que cette dame, il n'y a pas que vous sur le blog, il y a les conducteurs de taxi, il y a les gens qui vous reconnaissent dans un café ou dans la rue et qui veulent vous dire ce qu'ils pensent eux aussi. C'est partout. Et c'est pas des gens habillés, je dirais, avec un budget de 250 € nécessairement. Ça peut être des gens qui appartiennent manifestement à ces élites dont on imagine qu'elles sont tout à fait imperméables à se poser ce genre de questions. Ce sont ces gens-là aussi qui se rendent compte que c'est plus que du corium à l'intérieur et que ce qu'ils vous racontent, bon, je ne vais pas rapporter des conversations qu'on me donne qui ont lieu sur le terme, sur la
avec une supposition de certaine confidentialité, même si ce n'est pas dit, mais les informations qui me viennent montrent que même à ces endroits, qui nous envoient des délégations de forme troïka, etc., que même au cœur de ces délégations, il y a des gens qui commencent à avoir de sérieux doutes sur ce qu'ils sont en train de faire, même s'ils continuent de le faire en ne sachant pas très bien ce qu'ils pourraient faire d'autre. Mais le doute s'installe, il y a un certain découragement, il y a une désillusion. J'ai déjà fait allusion aussi par rapport en pensant à certains des invités qui sont venus dans le cadre justement de cette chaire Stewardship of Finance, des gens qui ont le sentiment, parce que ce n'est pas enregistré, qui parlent en petit comité et qui font de l'autocritique, même si des gens qui les ont connus auparavant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous regardent d'un air en vous disant, lui, faisant une autocritique, c'est quand même inattendu par rapport à la personnalité que j'ai connue. Alors voilà, nous en sommes. Voilà pourquoi je mets des billets avec un peu de musique qui donne du cœur au ventre, qui donne du courage. Parce que tout ça ne va pas se régler comme ça. Tout ça ne va pas se régler comme ça. Il y a encore des gens qui vont se battre pour ces privilèges dont le caractère insultant pour le reste des populations est pourtant flagrant. Ils considèrent que ça leur est dû, ça leur revient de droit, on ne sait pas trop de quel droit, mais ça leur revient, et donc il faudra les convaincre. Voilà, il faudra les convaincre de manière ou d'une autre. Et si on n'arrive pas à les convaincre, ça rendra simplement les choses beaucoup plus difficiles. Alors, bon, c'est une semaine qui s'ouvre. Il y a un ultimatum qui est lancé à Chypre. L'ultimatum se termine lundi. Alors, ou bien on trouve une solution. Probablement, on trouvera une solution branlante, comme on fait ces jours-ci. On finira par trouver une solution branlante. Ça fait quand même pas mal de temps que les banques sont fermées à Chypre. Ça fait quoi? C'est une semaine entière? Oui, un peu plus qu'une semaine entière. Et voilà. Alors, on nous dit bien, oui, c'est un pays de la zone euro, mais enfin, il a des problèmes particuliers. Il est petit, il est loin du centre, il a un paradis fiscal pour les Russes, les Hongrois et les Britanniques, etc. On nous dit son produit, son secteur bancaire représente 8 fois son produit intérieur brut. Mais regardez autour de vous, il n'est pas le seul. Et il y a des cas qui sont encore bien plus manifestes que cela. Le Luxembourg, c'est 21 fois. Et on vous dit à ce moment-là, oui, mais c'est pas pareil parce que regardez, il y a des actifs solides derrière et tout ça, etc. Mais comme je le disais dans une petite remarque, le paradoxe, c'est que si la confiance disparaît des marchés financiers, comme on l'a vu en septembre 2008, il reste les 65% qui sont dans les paradis fiscaux. Et ces paradis fiscaux ne seraient pas des paradis fiscaux s'ils n'offraient pas une très grande garantie qu'il n'arrivera absolument rien à l'argent qui se trouve là. Sinon, ce ne seraient pas des paradis fiscaux. Alors le fait qu'on atteigne les comptes en banque dans un paradis fiscal comme Chypre, ça pourrait produire, à mon sens, un effet domino et une panique encore plus importante puisqu'elle toucherait l'ensemble à ce moment-là de ces paradis fiscaux qui sont quand même un petit peu sur la sellette depuis un certain temps. Et il n'y a pas de raison qu'eux soient protégés contre tout risque systémique. À mon sens, si eux sont affectés, et je l'ai dit hier dans la discussion, ça m'est venu, si la finance c'est le système sanguin de l'économie, le cœur véritablement, maintenant on le voit apparaître, ne serait-ce que parce que c'est l'endroit où l'oxygène serait introduit par l'intermédiaire des poumons à l'intérieur du système, c'est l'endroit où l'argent sale, qui est très important, arrive à se reconnecter avec le système dans son entier. Et donc, à ce point de vue, je dirais, c'est un rouage tout à fait indispensable
C'est un rouage tout à fait indispensable. Regardez, quand on dit à Monsieur Medvedev, on lui dit, bah, écoutez, on va, hein, vous n'aimez pas votre paradis fiscal là, à Chypre, hein, c'est vraiment dégueulasse. C'est tout l'argent sale qui passe par là, c'est des oligarques. Hein, et on va leur régler leur compte. On va même leur imposer une taxe de 40%. Vous êtes content, n'est-ce pas, Monsieur Medvedev? Et Monsieur Medvedev dit, vous payez ma gueule, il dit, vous allez imposer des mesures de type de celles de l'Union soviétique. C'est vous qui allez faire maintenant ça. Vous croyez vraiment, entre nous, que nous n'avons pas besoin de notre paradis fiscal? Il n'y a pas que des compagnies privées qui ont leurs intérêts qui sont là. Le principal investisseur dans la Russie, c'est Chypre. Et c'est pas de l'argent qui vient des comptes en banque des malheureux Cypriotes. C'est de l'argent russe qui vient faire un petit tour là avant de rentrer à l'intérieur du système, avec connexion de tout ce qui vient de l'extérieur et dont on ne veut plus pas entendre parler. On ne veut pas entendre parler de l'argent sale. Alors il faut bien qu'il y ait un endroit pour qu'il rentre quand même à l'intérieur du système. La drogue, la prostitution, le trafic d'armes et ainsi de suite. Où irait cet argent-là? Il n'a pas un secteur à lui entièrement. Bon. Alors voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. C'est un peu plus long que d'habitude parce que il y a pas mal de choses. Et puis il y avait ce que j'avais prévu de vous dire et tout ce que je vous ai dit en plus. Alors voilà, passez une bonne semaine. Si vous êtes à Bruxelles, on peut se retrouver demain à partir de 17h30 au Vicomte. Sinon, on trouvera une occasion de se rencontrer un jour ou l'autre parce que il y a des choses dont on a envie de discuter et il y a des choses qu'on a envie de faire ensemble. Voilà, à bientôt.